pense que je parle pas assez fort. Non, parle plus fort. Ouais, mais j'ai pas l'impression, tu vois, que je te parle à toi. J'ai l'impression que je parle aux gens là-bas. Ça fait pas intime, tu vois. Ouais. Alors, Et si on veut être intime avec les gens qu'on invite, il faut pas qu'ils parlent comme ça, super fort. Faut qu'ils parlent comme ça, posé. c'est une vis. On sait pas faire de la vidéo en fait. Mais est-ce que C'est les quoi gens... ton expérience en vidéo? Mon Clairement. expérience en vidéo, j'ai fait un court-métrage. T'avais quel âge? 14 ans. 14 ans peut-être. Allez, j'ai des problèmes pour parler. Du coup, le fait de parler dans un podcast, peut-être, Ça va ça va améliorer mon élocution. d'élocution. Ou alors vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule souvent. Ouais. Ça va être un gag récurrent. Le gag récurrent, c'est que. Mais ça arrive à tous les Ça, start-upers, c'est pas je pense. pareil. Ouais, quand tu te mets à pitcher et que tout d'un coup ton pitch se transforme en sketch de Pierre Rep. De montrer que j'avais des facilités d'équitation, des facilités d'élocution, Oui, j'ai des problèmes d'équitation. D'écolution, d'élocution. D'écologie. Je me rends bien compte que je baillouffe, vous savez, que je la biouffe, je la bafouille latéralement. Un drôle de sketch. Enfin, elle en fait plusieurs, ils sont drôles à chaque fois. Ouais. Mais les jeunes ne connaissent pas. Je sais pas À s'il y ne a des pas jeunes- regarder avant de faire un pitch. S'il y a des jeunes qui nous regardent, probablement ne connaissent pas Pierre Rep. Bah, il y Faudra aura des balancer jeunes qui un vont mec. nous regarder, je pense. Moi-même, je connaissais pas jusqu'à qu'on me l'envoie. Mais ma grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'actuellement, en termes de contenu, en termes de ressources et tout, c'est vachement pro, ça fait vachement mature, ça fait très business. Et nous, clairement, bon, bien sûr, il faut rentrer dans cet univers-là, mais est-ce qu'on a besoin vraiment de rentrer dans le cadre? Parce que moi, ça me ferait chier de pas être moi lorsque je parle et finalement d'avoir... même, toujours. Pourquoi? Parce que sinon, tu joues un personnage et t'es triste. Est-ce qu'on devrait avoir plutôt la parole libérée, dire ce qu'on veut? Je pense qu'il faut pas qu'on se mette trop de contraintes. Comment tu te sens par rapport au fait de, je sais pas, d'avoir 23 ans maintenant et d'avoir été et d'être maintenant en plus prestataire de service et vendre un service en tant que quelqu'un qui finalement a très peu d'expérience en termes d'années? En termes d'années d'expérience, ça dépend sur quel type de service. Parce qu'il y a des... le développement, ça fait quand même bientôt 10 ans que j'en fais. Ouais, mais pas d'un point de vue professionnel finalement. Pas en pro, c'est clair. Au niveau pro, ça fait 4 ans que je fais du dev. Ce qui est quand même quelque chose. 4 ans, ça, c'est plus junior, quoi. C'est valorisable quand même. Bah, je suis très content d'avoir fait ça et de pouvoir encore l'utiliser aujourd'hui. Mais comment je me sens, c'est le syndrome de l'imposteur tous les jours. Tous les jours, je sais que c'est un syndrome à la con. Hein. Je le sais, puisque il y a 3 ans, je l'avais déjà. Donc, si aujourd'hui je l'ai toujours, enfin, c'est bizarre, puisque j'ai 3 ans d'expérience derrière. Est-ce que tu sens que ça a évolué par rapport à ça? Est-ce qu'il apparaît moins souvent? Est-ce qu'il apparaît sur moins de choses? Il apparaît moins souvent. Il apparaît quand on me propose des missions encore en développement aujourd'hui, où c'est pas des technos que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'ai déjà utilisé, mais ça fait longtemps et qu'il faudrait un petit temps de réadaptation. Et je me dis, j'y arriverai pas à le faire. Ça m'était déjà arrivé il y a pas si longtemps, à ma dernière mission longue, où on me disait que j'allais faire pour une assurance, pour une mutuelle, j'allais recoder un site avec tel techno et quoi. Ouais, un gros projet. Un assez gros projet. Je me suis dit, mais je suis pas capable de faire ça. Et puis, heureusement qu'on a nos citations préférées là, qu'on utilise souvent. Et si tu sais pas si tu sais le faire, apprends. Enfin, dis oui et apprends à le faire. Ouais. Donc j'ai dit oui. Je suis allé. Finalement, c'était simple. C'était des trucs basiques en développement. Et j'avais juste peur que ce soit trop compliqué, puisqu'il fallait intégrer des modules de paiement, il fallait intégrer des signatures électroniques, trucs que j'avais pas forcément fait, et pas avec un langage que j'utilise souvent. Finalement, ça va. Mais j'ai toujours... je sais pas, c'est une sensation, un feeling au fond de toi. Tu dis, est-ce que moi je suis le plus apte à faire ça? Il y a forcément meilleur que moi. Alors pourquoi moi? Pourquoi ce serait moi qui le ferais? Et finalement, la différence, c'est que toi tu dis oui et pas les autres. Ouais, ma vision par rapport à ça, c'est de penser, imagine,
Du jour au lendemain, non, on fait pas ça, on fait des pizzas, ok? Et tu prépares ta pizza et tu l'avances, ta première pizza. Bon, elle est mangeable, elle a un bon goût. Déjà, je la goûte. Ouais. Franchement, et t'as pris soin de mettre de bons ingrédients dedans, et en plus tu t'es renseigné sur comment la faire. Tu sais que t'es pas loin, t'es à 30 ans d'expérience d'être le meilleur pizzaïolo du monde, mais est-ce que tu te poserais la question de est-ce que je suis légitime pour vendre une part de pizza? Parce qu'au final, t'as fait le taf, la personne elle prend sa pizza, elle la mange, elle a passé un bon moment, ça lui a plu. T'as fait le taf, justement par rapport à ça, au fait que parfois tu te sens pas légitime pour faire quelque chose. Comment tu te sens par rapport au fait d'être filmé? C'est quoi tes objectifs avec ça? Et quel est ton ressenti par rapport à ça? Le fait D'être moi, je me filmé ressens d'être filmé. et Ça, enregistré. Je sors complètement de ma zone de confort. Pourquoi tu fais ça? Il y a beaucoup de questions qui nous bloquent pour avancer et que finalement, bon, c'est sûr qu'il faut éviter de se cramer, quoi. Si tu dis de la merde, si t'es raciste, quoi, et que tu fais une remarque et que tu peux gâcher ta vie, et ce serait dommage de gâcher ta seule vie. Mais de donner des conseils, d'avoir des retours d'expérience, des ressentis, des trucs complètement que tu dis bien, c'est comment toi tu l'as ressenti, comment dans certaines situations, mais c'est pas grave. Même si t'es jeune, tu as des expériences vécues, tu peux avoir vécu plein de trucs qui peuvent être utiles à n'importe qui. Rien que le fait de savoir comment tu te ressens actuellement, de ne pas avoir d'expérience, ça peut être utile pour les gens qui sont dans ton même cas et qui se retrouvent là-dedans et ils sont au courant qu'ils sont pas seuls. Et toi, peut-être que tu as un peu plus avancé qu'eux et que tu as trouvé des techniques pour avoir un peu moins ce syndrome de l'imposteur. Du coup, à plusieurs, on avance. C'est le fait je pense qu'il faut pas garder pour soi tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on acquiert comme expérience. Ça permet aux gens d'avancer plus vite. Et on a des retours d'autres personnes. Quand on dit une connerie, là, on se filme, on va forcément dire des conneries. On va dire des conneries monumentales. Et on va nous dire, mais vous êtes trop cons. Là, vous avez dit ça, c'est totalement faux. Mais au moins, on le saura. Et le prochain podcast ou vidéo, on pourra dire, on s'est trompé là. C'est pas grave de se tromper. Au début, moi, je sais que je vais me sentir un peu rouge, tu vois. Je vais un peu gêné d'avoir dit de la merde à tout le monde. Bon, au début, on aura 0 d'audience. Là, on va parler à 2 personnes, moi et toi. Et puis voilà. Mais au final, si des gens en auront quelque chose à foutre de notre conversation. Je ne sais pas si elle va être publiée, cette conversation. Si elle est publiée, on laissera ce passage. Je pense que se mettre en avant, il y a 2 choses. Déjà, la vidéo, c'est sortir de sa zone de confort. Oh, complètement. Donc c'est cool. Jusqu'à la fin du lycée, voire plus, j'ai eu aucune photo de moi, aucune vidéo de moi. J'avais toujours ma main devant ma tête. C'était compliqué. Tu le gardes encore un peu? Tu vois, j'ai ce réflexe, j'ai toujours... je gâche une par-ci, mais de plus en plus, j'arrive à me libérer et c'est pas grave d'avoir sa tête sur Internet. J'espère. J'espère aussi. Oh putain. On devient figure publique. Ouais. Du moment que t'es publié sur Internet, c'est tout le monde. Puis quelqu'un peut débarquer dans nos commentaires et nous pourrir parce qu'il n'aime pas ma tête. J'écoute un podcast en ce moment qui est cool, c'est le Super Daily. Je sais pas si tu connais. Super Daily. Ouais. Tous les jours, ils postent un podcast. Ça me fait penser à Daily Max. Qui dure 20 minutes et c'est sur l'actualité réseaux sociaux. Du coup, moi, j'utilise ça pour faire mon actualité réseaux sociaux en venant ici. Comme ça, tu peux désinstaller LinkedIn, des TikTok. Voilà, c'est ça. Vu que j'ai désinstallé, bon, j'ai réinstallé quelques-uns, mais je les désinstalle après avoir fait ce que j'avais à faire, poster un truc, répondre à quelqu'un. Ça, c'est ouf. Hein. J'ai désinstallé mes réseaux sociaux. Je suis passé à 6 heures de moyenne de temps d'écran à moins de 3, ce qui est toujours beaucoup. Mais il y a une semaine où j'étais en moyenne à 40 minutes. Là, j'ai repris un peu parce qu'on a des trucs à faire quand même. Essayer de plus publier des stories sur Instagram, être présent, quoi. C'est notre métier. C'est difficile quand c'est ton métier de faire une digital detox. Hein. Du coup, ce podcast est intéressant et il parlait de l'algorithme LinkedIn il n'y a pas si longtemps. Il disait qu'il voulait mettre en avant plus les posts non viraux. Genre parce que les posts viraux étaient déjà viraux et que c'était déjà parti. Du coup, ils essayaient de mettre en avant des posts de niche. On parle de quelque chose de précis et qui a un contenu intéressant, mais qui n'est pas forcément tendance virale. Du coup, ils essaient de mettre ça en avant, LinkedIn, dans leurs algos. Les gens sur LinkedIn n'ont pas tout à fait saisi l'impact que peut avoir sur leur marque, la portée organique qu'on peut avoir actuellement sur LinkedIn.
Il y a avec plein de gens qui une sont simple pas sur publication LinkedIn. en fait. Bah, les 2 posts qu'on a fait sur TikTok, ils ont eu pas mal de portée naturelle. Hmm. Et on parlait de TikTok. C'était une niche vraiment précise, genre réseaux sociaux et TikTok. Et ça Sur a bien TikTok, pris. c'est-à-dire sur LinkedIn, mais on Oui. parlait de TikTok On parlait dans de- une publication sur LinkedIn. Oui. Parce que c'est quelque chose de niche finalement. Ça fait réagir, puis c'est TikTok, surtout sur LinkedIn, un réseau social dont la moyenne d'âge est un peu plus élevée que les autres. Ah oui, Et on parle d'un truc où dans leur tête, c'est Pour eux, c'est le réseau Mars, social pour les enfants. Ah oui, mais Et il y en a plein qui connaissent pas aussi. ils démarrent comme ça. Enfin, les gens débarquent, ils disent c'est quoi TikTok? Alors que TikTok, c'est actuellement, pour les enfants. actuellement, voilà, sur TikTok, on a pu faire 700 000 vues 18-25 ans. sur une vidéo quand même. 800 000, ouais. 800 000 vues. 800 000 vues, ouais. Pour la même vidéo qu'on a publiée sur LinkedIn et sur TikTok, on a fait 300 000 vues Bah, sur LinkedIn. mon Il nous a compte- fallu 2 semaines. C'est un compte de test où. Sur mon compte TikTok, c'est un compte de test où je mets plein de merde, des trucs qui ont un peu d'intérêt avec le marketing. J'essaye de plus en plus de m'orienter vers là, de trouver des trucs sympas marketing et de le poster, voir comment ça réagit. Mais mon compte, il a été créé quoi, en juillet. Juillet. J'ai commencé vers juillet. J'ai déjà plus d'1 million de vues en total, 3000 abonnés, 100 000 likes. C'est complètement dingue. C'est incroyable. Et, un truc que j'ai trouvé sur TikTok, c'est complètement incroyable. C'est un mec, il est sur les marchés, il vend du fromage. Et qu'est-ce qu'il filme? Il filme lui qui découpe du fromage ou lui qui est sur le marché, etc. Il a 170 000 followers. Il est français. Je veux dire, le gars, là, sur TikTok, qui vend le fromage, il a plus d'influence que la plupart des startups B2C qu'on peut croiser. J'investis dans lui, il fait son business bien meilleur. Je veux dire, en termes de reach, d'influence et tout ce qu'il peut faire avec son audience, c'est complètement incroyable. Mais les marques B2C qui sont pas sur TikTok, 99%. Non, que faites-vous, marque B2C allez, renseignez-vous sur TikTok. à moins que vous vendez des trucs pour les gens de 40 ans ou plus de 30 ans, mais TikTok c'est 18-25, une grande partie. Vous avez une marque de vêtements. Bien sûr qu'il y a des jeunes de entre 13 et 15 ans, c'est 38% de l'application environ. Ces gens, dans 10 ans, ils ont 23 ans. Dans 5 ans, ils sont majeurs. Et même à leur Et âge, dans 5 ans, vous avez eu le temps de nurturer. les phénomènes de mode, ils démarrent dans les collèges et les lycées. Faut pas l'oublier, ça, parce que ce sont des endroits où il y a beaucoup de pression sociale, où il y a beaucoup des phénomènes de mode, des tendances de groupe, des choses à faire ensemble, où tout d'un coup, c'est comme ça que Snapchat a explosé, en fait. C'est que Snapchat, c'était sur des lycées, et tout le lycée avait le Snapchat, et puis ensuite, c'est parti sur tout un tas de lycées, puis sur des campus. Comme Facebook. Enfin, Facebook, pareil, on démarre un endroit où on veut être connecté avec les autres. Si vous avez une marque B2C, c'est exactement le même délire. Si vous avez une marque de vêtements, c'est exactement la même approche. Vous avez des valeurs à travers votre marque de vêtements. Vous ne voulez pas juste vendre un vêtement comme ça. Ok, ces valeurs, est-ce que les jeunes ne pourraient pas accrocher dessus? Juste en train de me dire que ça va intéresser personne. C'est de la merde, C'est cool. Mais je pense qu'il y a des trucs intéressants dans tout ce qu'on... On raconte notre vie là, putain. Merde. Ah putain de merde. Mais en fait, là. Abonnez-vous si vous vous emmerdez. Allez, petite cloche. Douf. Ouais. Oui, ça fait. Mais viens, Douf, viens. Viens, Douf. On s'en vous fout. faites du petit. Ramène-toi. Test. Ramène-toi, putain. Du contenu, on sait pas ce qu'on va utiliser, on sait pas ce qu'on va pas utiliser. Ah là, on est en total freestyle. Yann, puisque t'es là, qu'est-ce que tu fais à la French Tech? Explique-nous. Qu'est-ce que je fais à la French Tech? Je crée une plateforme qui simplifie le quotidien des gens pour manger du fait maison. Tu fais tes lasagnes parce que t'es calé en lasagne. Tu vas prendre tous tes ingrédients et tu vas cuisiner des lasagnes pour 7 personnes. Tu cuisines lundi soir toutes tes lasagnes et tu fais tes 7 parts. Tu as 7 personnes qui viennent chez toi, on va dire 6 parce que tu t'en gardes une pour manger. Donc tu as 6 personnes qui viennent chez toi et tu vas leur filer des parts de lasagne et en échange tu vas recevoir 6 tickets qui sont des tickets Douf. Et grâce à ces 6 tickets, toi tu vas pouvoir manger 6 fois chez d'autres personnes qui ont cuisiné en un coup. Et du coup, le délire, à l'origine, ça vient de ta coloc. C'est ça. Tu En vois fait, quand chier. je faisais à manger et que mes colocs ils me taxaient mes repas, Ouais. ben, Tu gagnais j'attendais, en j'attendais inconsciemment que indirectement qu'ils fassent à manger pour moi. Ouais. Du coup, ça s'est instauré. Le Il y délire a de de... réciprocité. Voilà, Un c'est petit ça. peu le délire de... puisque quelqu'un m'a fait à manger, maintenant c'est moi qui dois manger aux Voilà. autres Et je personnes. me suis rendu compte que du coup, quand j'avais rien dans ma part de frigo
et que normalement j'allais commander un kebab à je sais pas combien et manger de la merde, Ouais. ben là non, c'était mon coloc qui faisait à manger pour moi parce que j'avais cuisiné précédemment. Le plan, Et c'est je me suis quoi? dit, ok, c'est bien, je mange du fait maison et je cuisine pas tous les jours T'es groupe d'ouf. et je dépense pas d'argent dehors. Ok, donc le plan, c'est je dépense pas d'argent dehors parce que j'ai déjà cuisiné finalement et j'ai déjà fait à manger pour d'autres personnes. Voilà. Je gagne du temps. Je gagne du temps. Il y a cette notion, tu veux que ça se fasse par quartier. Toi, ton délire, c'est pas d'avoir des gens en scooter qui livrent à droite à gauche. La C'est livraison, c'est galère, du coup, c'est un réseau de quartier en fait. Ok. Et du coup, Vraiment, vu que c'est un repas emporté, Entre voisins. forcément, du coup, c'est quartier quoi. c'est entre voisins, quoi. C'est ça, tu vas pas faire 4 km pour aller chercher un repas, tu vas regarder ce qu'il y a autour de chez toi. Et le but, c'est qu'on aille visiter la personne pour récupérer. Voilà, tu vas récupérer directement dans la cuisine. Plus Comme ou ça, moins, voilà. Tu vois un peu les conditions de préparation, ce qui permet de sécuriser un minimum, enfin via d'autres processus de sécurisation. Et tu rencontres ton voisin en fait, il y a un espèce de truc social où Et du tous coup, les c'est gens plus qui fort. demandaient C'est un peu comme Blablacar finalement, où tu as la communauté qui décide de dire bah, ça c'était top ou ça c'était pas bien. Genre sur Blablacar, si tu conduis mal, tu te fais Tu démonter. conduis en fait. trop vite ou quoi, ils te Ouais, c'est mettent ça. les commentaires. Donc là, c'est pareil. Ouais, c'est régulé par la communauté elle-même qui va laisser des Autorisé, commentaires c'est bien. et voilà, qui peut signaler. Et de toute façon, une personne qui aura cuisiné une fois et ce sera mal passé aura des mauvais commentaires, du coup, naturellement, sera sorti du système. Et ça renforce ce biais de réciprocité, ce biais d'amitié aussi. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, les problèmes de les gens qui viennent manger gratuitement et qui parlent pas, mais ça arrivera beaucoup moins souvent du fait que il va venir chez la personne, Ouais, il va espèce de- discuter. ouais, voilà. C'est pas un truc sur internet où indirectement Ouais, c'est pas je vais anonyme. passer à travers le système. Là, vraiment, on voit pas la Twitter, personne, quoi. tu te retrouves face. Enfin, t'as ton repas et t'as les gens qui sont là et tu vas leur Tu donner peux une juste main à Ouais, de main. la non- Comment t'as nourriture. cuisiné Voilà, tu ça vas pas. Voilà, Et du coup, je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui va arriver juste pour profiter. Ouais, c'est sûr. En plus, c'est un truc, la cuisine solidaire, quoi. Tu arrives Ouais. sur un truc solidaire et C'est t'es pas pas si- solidaire, Ouais, voilà. Ouais, t'es pas un connard, quoi. C'est pas comme si c'était viens sur la plateforme, mange gratuit et casse-toi, quoi. C'est Goundouf la cuisine T'en parlais tout à solitaire. l'heure, j'avais oublié ce fait qu'on va chez la personne. C'était très fort. Enfin, Ouais, c'est un engagement. Enfin, ouais, direct. Airbnb, quand ils voulaient lancer la plateforme, tout le monde il flippait grave du fait qu'il y a un inconnu qui vient chez toi, il peut tout casser et tout. Ouais. Et pendant Ah, sa mais c'est que- présentation TEDx, le mec de Airbnb, il a fait donner son téléphone à leurs voisins de droite, tous. Et il a demandé comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous allez faire avec. Et c'était le téléphone déverrouillé. Et les gens ne font pas n'importe quoi, puisqu'on lui a fait confiance, Oui, en fait, on lui on a a un donné biais, une on voit responsabilité. la négativité directe, alors qu'en vrai, concrètement, la plupart des gens sont 99% sont bien intentionnés et il n'y a pas de souci. Tu rejoins une communauté de solidarité dans laquelle c'est un système d'échange où tu dois cuisiner et aussi, donc tu as une responsabilité. Donc si vu que tu t'es engagé à consommer des plats de d'autres personnes, donc c'est à ton tour de Ouais. créer un plat et de le partager à la communauté qui, eux, t'ont offert ce plat. Donc tu t'es engagé Ouais. Non, mais là-dedans c'est que même et tu as le- une responsabilité, comme dans Airbnb où tu es c'est ça que responsable le- de l'habitation de la personne, etc. tu vois. C'est que le contact humain, enfin là du coup je travaille dans une conciergerie où en fait c'est des gens qui gèrent des apparts de propriétaires. Ouais. Et du coup voilà, ils vont juste accueillir les clients, faire le ménage et en gros les propriétaires n'ont rien à faire. Ouais. Et du coup il y a Ok, des ouais. conciergeries comme ça qui ont été lancées à l'échelle nationale, qui Le ont Kane, je sais scalé pas à quoi. Laval. Et en fait ça c'est des conciergeries où les clés tu les récupères dans un boîtier avec un code etc. Et il n'y a pas de contact humain en fait. Ouais. Et ils se sont rendus compte que dans ces conciergeries qui étaient tout automatisées, ben, les gens ils foutaient le bordel dans l'appart. Ouais, ça n'a rien. Parce que juste ils n'avaient pas cette personne qui était humain en face et qui leur disait tenez les clés, voici l'appartement. Et qui faisait que tu disais ok là il y a vraiment Tu du humain, partages la et je suis pas responsabilité. juste, Ouais. dans un appartement. Bah, juste dans le notre contact humain, monde où il y a de moins en moins de contact humain et de rapport à l'humain, justement, ce rapport à l'humain a de plus en plus de valeur. Voilà, ça incite à ok je dis ok j'ai vu la personne, c'est bon, je respecte le lieu, alors que ouais, ceux qui passent par un truc totalement automatisé, au final ouais, ils respectaient pas du tout les apparts, etc. Ok. Donc ouais, c'est quoi, c'est un biais, c'est important quand même de voir une personne directement. Clairement. Je pense que le fait de faire de la technologie pour réduire l'aspect humain, c'est une mauvaise conception, une mauvaise compréhension du rôle de la technologie pour le futur. Clairement, la technologie, elle est là pour nous enlever toutes les tâches de merde, les trucs répétitifs qui peuvent être automatisés facilement, et pour laisser plus de part à l'humain. Mais on voit des fois des toutes petites startups qui essayent d'automatiser énormément de process, énormément de trucs, alors que toute leur force, c'est d'avoir leur temps libre pour passer du temps au téléphone avec leurs clients. Tu vois, c'est Tout se passe bien. la meilleure moyen Pose des questions. de gros saquer ces concurrents qui ont une certaine taille et qui ont des problématiques de coûts et de process, là où toi tu as tout ton temps finalement et tout ce sur quoi tu devrais te concentrer, c'est sur tes clients.
bien t'intéresser. Ok. Merci de ouf. Avec plaisir. Mais de toute façon, tu passeras pour le vrai. C'est 4. Ça sera cette conflit. T'as vu Ok. que Ah, quand on parle vraiment de intéressant. sujet, Ouais, au bout d'un moment après. t'as ça- oublié, quoi. Ouais, ça. Merci de ouf. De rien.